Bonjour, dans notre dernière vidéo, nous avons parlé du mystère du 5e mandat. Pourquoi on présente un président malade à un nouveau mandat alors que sa maladie est une gêne considérable pour le fonctionnement de l'État et du gouvernement? Nous avons identifié deux raisons. La première, c'est que l'équipe actuelle veut profiter de l'image d'homme providentiel, d'arbitre de la nation, dont bénéficient tous les chefs de l'État depuis l'indépendance. La deuxième raison, c'est de profiter de la peur du chaos des années 90 qui existe encore et qui a été revivifié par les malheurs du printemps arabe, et en gardant le même président. Donc la continuité avec le même président est une garantie qu'il n'y aura pas de changement et que nous resterons dans la stabilité actuelle. Cette peur du chaos conduit donc à la peur du changement. Et les pôles d'opposition ne peuvent pas se construire dans la société, ne peuvent pas devenir importants, puisque justement une opposition, par définition, propose un changement. Aujourd'hui, nous allons développer un peu le poids des islamistes dans la société, leur stratégie, et sur ce paradoxe qui voit les islamistes régresser politiquement alors que la religiosité est à son maximum. La montée islamiste dans les années 90 a d'abord un contexte historique, un contexte planétaire. Lorsque le bloc de l'Est s'est effondré, lorsque l'espoir socialiste s'est discrédité et que ce rêve collectif n'a plus été partagé par des centaines de millions de travailleurs à travers le monde, l'humanité s'est alors tournée vers un âge d'or du passé. Il y a eu un peu partout des replis identitaires, comme justement ce repli islamiste pour une grande partie de la population qui rêve des 4 premiers califes de l'islam. La montée islamiste a aussi un contexte politique, celui de son émergence en Algérie au lendemain de la crise de 88, lorsque les groupes de gauche qui dirigeaient la résistance à la répression ont été incapables de s'imposer face aux dispositifs policiers. Les groupes islamistes sont alors apparus comme capables, eux, assez puissants, eux, pour imposer le changement. Ce n'est pas au nom de la religion que le fils a dominé les quartiers populaires d'Alger. À l'époque, seuls les vieux allaient à la mosquée à Alger. C'est au nom de la promesse d'un changement. C'est sur le plan politique qu'il a gagné. Et sa victoire politique a conduit à l'extension de la pratique religieuse, a entraîné les jeunes par milliers dans les mosquées et dans les rites nouveaux que les islamistes apportaient au niveau vestimentaire, au niveau des comportements sociaux. Mais le fils se disperse et disparaît au lendemain de son incapacité à transformer sa victoire électorale de décembre 91 en pouvoir politique dans la société. Des groupes islamistes prennent les armes alors, contestant la voie électorale de la direction du fils, et commence alors une période où ces groupes djihadistes prennent l'hégémonie sur les quartiers périurbains d'Alger, les quartiers semi-urbains, notamment de la banlieue est d'Alger, et établissent leur tutelle brutale sur la population qui les soutenait massivement à l'époque. Vers 1994-1995, au sommet de leur puissance, ces groupes armés islamistes sont rejetés par la population, excédée par les exactions, par la brutalité, par la sauvagerie de ces groupes. C'est là que naît cette dynamique de discrédit de la politique, discrédit de la démocratie qui nous a menés là, à cette crise-là, de peur du changement et de vote d'allégeance répétés aux gouvernants en place, parce qu'on ne veut plus risquer de revenir au chaos qu'on vient de vivre, au cauchemar qu'on vient de vivre. C'est dans ce contexte qu'on assiste à l'essor des islamistes légalistes. Nous ne sommes plus aux intégristes qui disaient « l'islam ou al-hal », mais à ceux qui, derrière Nahnah, disaient rechercher « al-hal al-mumkin ». Al-hal al-mumkin, c'est une solution à l'ombre de l'armée, à l'ombre
du pouvoir du FLN et du RND dans une posture d'alliés et non pas dans une posture d'ennemis irréductibles de l'époque où les intégristes disaient « démocratie à kufr ». Ces organisations islamistes qui épousaient la démocratie ont eu un succès. Ce succès est en lien avec leur position d'alliés du pouvoir en place. Pour une partie de l'électorat islamiste de 90 et 91, le vote pour ces partis islamistes légalistes permettait d'assurer une continuité culturelle, de rester islamiste en quelque sorte, sans reprendre l'impasse de 1990. Mais très vite, leurs pratiques politiques les discréditent. Leurs élus, les mairies qu'ils contrôlent, leurs ministres ont des comportements aussi détestables que leurs collègues du FLN et du RND. Et au niveau populaire, la chute commence à être assez sensible. Cet échec tranche avec la religiosité, la salafisation de la société qui, elle, connaît encore un essor important. C'est qu'en fait, l'essor de la religiosité n'est pas algérien. En 90, le monde entier regardait ce phénomène nouveau de l'islamisme de masse en Algérie. Mais dans les années 2000, le monde entier connaît ce phénomène. La montée de la religiosité dans les années 2000 est mondiale. Elle est la riposte, la réaffirmation identitaire face au discours agressif de l'Occident impérialiste qui préparait l'invasion des pays du Golfe et la spoliation de leurs réserves de pétrole. Nous en parlions dans notre vidéo sur le Yémen. Dans ce contexte de religiosité, sur le plan politique, tous les courants islamistes sont en régression. Le fils populiste, qui disposait de millions de sympathisants, n'existe qu'à l'état de trace dans la société. Ali ibn Hajj demeure très connu, mais il n'est suivi que par quelques petits groupes dans ses sorties médiatiques. Au niveau des groupes djihadistes, ils ne recrutent presque plus. On a pu voir dans les statistiques de Daesh qu'il y avait moins d'Algériens que de Belges, d'Allemands, de Français, de Tunisiens ou de Marocains. Les Algériens, la société algérienne a enregistré dans sa chair le cauchemar des années 90 et son comportement politique en tient compte. Au niveau des islamistes légalistes, les scores électoraux sont en régression continue depuis 90. Les meetings, les réunions ont une assistance modeste. Les leaders des groupes islamistes ont donc un comportement qui tient compte de cette régression et font profil bas. Gouini et son parti, l'Islah, soutiennent le 5e mandat. Mokri et Harakat Mujtama' Silm, le MSP, ont demandé une prolongation du mandat de Bouteflika pour négocier. Négocier quoi? Une place au gouvernement? Et Jaballah et son FJD proposent une concertation pour un candidat de consensus, une concertation bien au-delà des partis islamistes. Ces leaders-là ont donc bien enregistré la régression considérable de leur mouvance dans la société et leur poids électoral très faible. En présentant sa candidature, Mokri veut d'abord prendre le leadership de la mouvance islamiste. Parce que rappelons-nous, ils n'ont pas toujours eu ce leadership. En 2002, l'Islah avait eu un meilleur score et avait même pris la 2e place devant le RND. Aussi, Mokri veut consolider sa position à l'intérieur de son parti, à l'intérieur de Harakat Mujtama' Silm. Rappelons-nous, c'est Mokri qui a fait sortir Harakat Mujtama' Silm du gouvernement et priver ses compagnons, son parti, des avantages ministériels, des portefeuilles au gouvernement et des avantages sociaux qui vont avec. Cette décision tardive d'ailleurs avait été prise parce que dans l'élan du printemps arabe, Mokri pensait que la révolte allait emporter le pouvoir d'Alger et que les Américains auraient bien besoin de l'antenne locale des frères musulmans pour leur remettre le pouvoir, comme ils l'ont fait pour Morsi
et pour Ennahda en Tunisie. Voilà pour ce rapide aperçu de la situation de l'islamisme dans notre pays au moment de l'élection présidentielle de 2019. Nous continuerons le débat et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, participez à la discussion et je vous remercie.